commence vos contributions. Alors, en grosse majorité, il y a vraiment qui apparaît la question du rapport à l'information, mais je dirais avec une dominante qui apparaît, c'est le lien individuel en fait. Comment l'individu en fait reçoit, organise, partage, communique, trie, hiérarchise cette information en fait, cette abondance d'informations, donc le volume avec la vitesse, avec du coup cette injonction implicite qui est de répondre presque dans l'immédiateté en fait. Et donc du coup forcément il y a une autre quelque chose qui apparaît aussi beaucoup, c'est le rapport au temps en fait. Ça transforme beaucoup le rapport au temps. Il y a un terme derrière il y a un terme, c'est l'infobésité en fait. Comment on gère en fait cet afflux d'informations qui nous arrive. Alors il y a quand même une note un peu positive, c'est que justement ça permet de traiter les choses aussi plus rapidement, et puis d'accéder à une diversité d'informations. C'est la question de la diversité aussi qui apparaît, mais du coup c'est comment une information insignifiante est mise au même niveau, au même plan en fait que quelque chose qui est très important. Et donc du coup l'enjeu majeur c'est la question de l'organisation en fait. Comment on s'organise individuellement, mais du coup aussi collectivement. Comment on... Voilà. Il y a quand même, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'accès au droit en fait. Notamment pour les publics qui sont accompagnés. Et là, dans ce que vous soulevez, en fait, en tout cas du point de vue de ceux qui en ont parlé, j'ai l'impression que c'est plutôt vu comme quelque chose de positif, en fait, que ça facilite, ça simplifie en fait les démarches administratives. Alors que quand on le réfléchit par rapport au public, et notamment ceux qui sont éloignés du numérique, évidemment, c'est un problème. Donc ça, l'information, c'est ce qui ressort de façon prégnante. Après, dans les grands, qu'est-ce que ça transforme selon vous? Je dirais qu'il y a 1, 2, 3, 4 grands, enfin j'ai essayé de classer en 4 grands domaines. En premier, le lien social. Donc avec des visions un peu négatives, c'est-à-dire l'appauvrissement, la perte du lien social. Après, de façon un peu plus neutre, la modification de la relation, du contact, une forme de distanciation dans la relation qui peut aussi s'installer, de réorganisation des strates sociales. Et du coup, ça redéfinit en fait les modalités de construction du lien, et ça peut aussi renouveler en fait les modes de relation au sein des organisations entre salariés, usagers et bénévoles. Pour d'autres, pour certains, ça facilite ce lien. Ça peut permettre de rentrer en contact avec de nouveaux publics, justement par cette prise de contact et cette rencontre qui peut se faire via les outils numériques, Internet. Qu'est-ce que ça transforme? Ça transforme aussi le rapport au métier, donc destruction de certains emplois, disparition de certains objets. Alors c'est à 2 ou 3 reprises le métier de secrétaire par exemple. Il y a une disparition, presque un regret que ces métiers-là disparaissent. Les coupes papier, les papiers, le livre, donc voilà. Et en même temps, ça redonne de la valeur à certains objets qui, du coup, sont parfois remplacés. Donc là, c'est justement le papier, mais aussi la photo, par exemple. Donc ce sont des objets qui reprennent de la valeur, apparition et développement de certains autres objets, les lunettes, par exemple, parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Et du coup, oui, je reviens à la question de l'information, c'est cette question de la déconnexion
la déconnexion, qui est un sujet qui ces derniers temps là, a été beaucoup réfléchi dans le cadre de la loi, du droit à la déconnexion. Comment justement on gère cette instantanéité et cette injonction un peu implicite à devoir être tout le temps présent en fait, parce que toujours en lien avec le flux d'informations. Et du coup, ça transforme les rapports entre vie privée et puis vie publique, professionnelle, arriver à remettre les limites en fait, à redéfinir, à re-réfléchir, à repenser en fait la question des limites et du rapport au temps, au temps, mais au X temps. Voilà, et puis l'élargissement du territoire, donc l'ouverture sur d'autres territoires, une modification du territoire de référence en fait, et j'imagine pour les centres sociaux qui ont quand même un rapport très très fort au quartier, un espace urbain de référence, voilà, ça peut aussi modifier peut-être ce rapport au territoire. Et pour certains, ça change aussi les modes de circulation dans l'espace physique. On ne va plus voir quelqu'un pour prendre contact avec lui, éventuellement prendre un rendez-vous et puis se retrouver. Voilà, donc ça modifie aussi nos modes de circulation dans l'espace. Et dans les potentiels, du coup, se former les uns les autres, échanger peut-être plus facilement les pratiques, le fait que les pratiques puissent circuler, être partagées, donc avec l'apparition d'une culture du partage. Alors, je suis pas, qui de l'œuf ou de la poule, est-ce qu'on a besoin de partager et du coup on s'appuie sur ces outils pour pouvoir le faire plus facilement, ou est-ce que c'est ces outils en fait qui entraînent une modification en fait du rapport au partage et à la construction d'un bien commun aussi, et puis le potentiel aussi de faire réseau, ça va avec. Et puis dernier point, ce que ça peut apporter en tant que support pédagogique, outil de socialisation. Donc là, en lien avec les publics accompagnés. Et donc le besoin à la fois d'accompagnement, en fait, des usages, et puis de prévention, donc la notion de risque. Voilà. J'aurais dû faire l'inverse, on peut commencer par le risque, la prévention, et puis l'accompagnement. Donc voilà, c'était une petite photographie de... Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette première partie? Ouais, vous n'avez pas abordé un nouveau mot barbare qui s'appelle l'électronisme. Ah. Et oui, j'ai été heureuse de découvrir que ça existait sur la toile et reconnu aussi par les instances gouvernementales. L'électronisme concerne en fait les personnes illettrées. Ah, l'électronisme. Oui, j'avais entendu électronisme. Ah non, l'électronisme, je n'en ai pas parlé. Donc, illettrisme numérique. Voilà, c'est comme la littératie, je pense qu'il faut en parler parce que ça va forcément faire partie à ce niveau-là. Oui, si on considère que le rapport au numérique, et donc du coup c'est flagrant dans le rapport par exemple aux démarches administratives, pour les gens qui sont les plus éloignés, et que ça devient un savoir de base, effectivement on peut parler d'illettrisme numérique, même que le fait de ne pas maîtriser l'écrit, la lecture. En fait c'est à ça, il y a le côté illettrisme d'un point de vue savoir utiliser l'outil. Et dans l'illettrisme, même dans la langue, il y a aussi de ne pas maîtriser les références culturelles associées à cette outil-là. Ça veut dire que si je peux... C'est pas si catégorique que ça. Hein. Parce qu'on peut utiliser un téléphone portable sans savoir lire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est à nous d'inventer aussi tout à fait. Un nouveau langage. Dès lors ça commence. Et d'ailleurs, c'est aussi un point de vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'on peut penser de manière un peu commune qu'il faut d'abord apprendre à lire, à écrire avant d'aller sur les outils numériques, que certains bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles d'un certain âge, on avait fait des petits temps d'échange justement sur les pratiques des formateurs en lutte contre l'illettrisme
il y a 2 ans maintenant, et qui eux-mêmes étaient en difficulté avec le numérique, et qui du coup ne peuvent pas s'appuyer sur le levier qui pourrait être l'usage du téléphone portable pour ensuite aller réinvestir la lecture et l'écriture. Et pour avoir rencontré, par exemple, des femmes syriennes qui trouvent des solutions via des groupes Facebook, via WhatsApp, et qui s'inscrivent dans des groupes de conversation en fait avec des Chinois, des Russes, des Algériens, et qui du coup, grâce à l'outil numérique, parce que voilà, bon, après c'est des personnes, enfin en tout cas pour cette personne-là, il ne faut pas généraliser non plus, c'est quelqu'un qui avait fait des études dans son pays, voilà, qui n'était pas analphabète. Donc mais aussi, donc du coup, vigilance à ne pas faire barrage, en tant que personne ressource qui va accompagner, on va dire, des publics en difficulté, à ne pas faire barrage à des stratégies, en fait, que les personnes qui sont en difficulté mettent en place. Le téléphone portable peut être un outil de lien social important et de relation. Quand quelqu'un vient nous voir parce qu'il ne comprend pas ce qu'il a écrit sur son portable, il y a déjà un lien qui se crée. Voilà, c'est la mixité des populations qui fait que. Il y a aussi une partie de la population qui n'est pas ni analphabète ni lettrée, mais qui ne peut pas se servir d'outils, je pense aux personnes âgées qui sont complètement dépassées et qui malheureusement vont être obligées, je parle par exemple de la déclaration d'impôt, qui va être obligée à partir de 2019 de passer par là. Là, quelle solution on a vu dans ce que vous avez dit que à chaque fois, l'outil numérique, ce n'était pas une solution. À l'intérieur de l'outil numérique, il y avait toujours le côté positif et le côté négatif. Comme tous les outils, c'est de la même façon. C'est la machine à écrire, si vous n'avez pas de quoi la brancher, elle ne marche pas. C'est-à-dire que tous demandent une technologie, une connaissance. Savoir utiliser le verbe, savoir parler, savoir tout ça, ça demande des connaissances. On les a pas. En revanche, ce qui est très important, c'est de voir que c'est un outil supplémentaire qui ne doit pas se substituer aux autres. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui doit remplir sa feuille d'impôt à la main, eh ben, il faudrait qu'elle continue. Après, si les gouvernements ont fait un choix différent et qu'ils ont fait un choix d'isoler les gens, ça, nous sommes tous citoyens dans cette salle, et c'est à nous de sanctionner ou de demander à ce qu'on revienne en arrière de façon à ce que les choses restent possibles. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous ne sommes que des relais de société. Je crois que c'est... On est d'accord ou pas? On est d'accord, mais j'apporterai encore un petit contrepoint, c'est que là, du coup, effectivement, c'est pas des solutions et c'est pas des problèmes en soi, ce sont des outils. Mais en même temps, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a une accélération et un déluge. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément besoin de se servir d'un marteau à l'instant T, alors que là, on est tous obligés quelque part, si on veut quelque part rester dans la société et d'utiliser dans le rapport à l'administration, dans le rapport à la famille, d'être dedans. Alors il y a ceux qui revendiquent le droit à ne pas y être. Et je trouve intéressant en fait qu'on prenne en compte cette revendication, mais voilà, ça nécessite. Je pense qu'il n'y a pas de recette en fait. C'est chaque groupe, chaque communauté en fait doit repenser en fait les liens. Les liens et qu'est-ce que ça transforme en termes d'organisation et en termes de liens. Et de transformation en fait, des groupes sociaux, lorsqu'on a affaire à une culture de l'oralité qui se confronte à une culture numérique, quelle est l'imprégnation de l'un vers l'autre? Parce qu'en fait, c'est ça, moi, je pense qu'il y a la rupture actuellement. Alors, en fait, on va dire que plus qu'une culture de l'écrit, je pense que c'est une culture de l'image. Enfin, on est bombardé d'images, en fait. Mais c'est aussi une culture c'est un renouvellement de la culture de l'oralité.
pour être très en lien avec des grands adolescents qui utilisent WhatsApp, quand ils s'écrivent pas un SMS. Ils se communiquent des messages oraux. Et donc, du coup, il y a une réintroduction de l'oralité dans la communication qui contrairement au papier, au crayon, à la correspondance épistolaire. Donc, c'est une idée commune, c'est une fausse idée de se dire que c'est une culture de l'écrit, c'est aussi de l'oralité, c'est beaucoup d'images, mais c'est aussi de l'oralité. La vidéo, tous les tutos, l'accès qu'on peut avoir à des savoirs, à des savoir-faire, en fait, ça passe beaucoup par de la vidéo et c'est de l'image et de l'oralité. Vous avez quelques remarques par rapport à tout ce que vous avez dit. Déjà, pour les centres sociaux, je pense qu'en moyenne, les responsables et les administrateurs, vous l'avez dit en introduction, ont un âge assez élevé et que c'est un facteur de résistance, si ce n'est d'inertie. Voilà. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la notoriété. Quand vous dites qu'il y a des applications commerciales, elles ont au moins l'avantage d'être connues, d'être partagées déjà par pas mal de monde. Et je pense que dans un premier temps, déjà, si on pouvait orienter les gens vers le connu avant d'aller vers des solutions alternatives, ce serait un pas plus facile à faire. Ensuite, pas forcément. On va laisser bien. Ensuite, pour l'expérience que j'en ai, pour aller vers des choses collaboratives, alternatives, on se heurte très vite à l'usage de l'anglais. Voilà, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas en français et auxquels je pense que c'est un point très important. Un autre point, c'est que les choses changent très vite et qu'on est devant un problème de péremption de connaissances et que c'est très déstabilisant pour les utilisateurs. Moi, je veux bien réagir rapidement. Juste, est-ce qu'il y aura une frustration si après ça, on passe à la suite? Il y aura une grosse frustration, quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose? Ouais. Non, c'est juste pour repréciser un petit peu un point sur la question du temps, c'est que dans nos organisations, sur les centres sociaux, moi j'ai le sentiment aussi, c'est qu'il y a vraiment à réfléchir nos organisations de travail, on l'a déjà dit, mais parce qu'on a un flux d'informations, d'exigences, d'échanges. Le nombre de, bon, c'est qu'un exemple, mais le nombre de mails qu'on peut avoir sur une journée avec des attentes pour des réponses urgentes, et c'est vrai que je me dis qu'on a tellement de choses à traiter, c'est vrai, je pense à tous les niveaux pour les équipes, que parfois, moi j'en arrive à me dire, mais une personne ne peut pas faire tout ça dans les temps impartis. C'est-à-dire que ça accélère énormément les attentes, les exigences des collègues, des partenaires, des institutions, et ça devrait, on réduit le nombre de personnes parce que cet outil permet les outils internet permettent d'accélérer les processus. Or, sur le terrain, pour traiter tout ça, on aurait besoin de personnes supplémentaires. Enfin, vraiment, moi, il y a quelque chose en termes de pilotage de projet, on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être une inadaptation de nos moyens humains, pour le coup, pour gérer ces flux Internet. J'avais noté juste une question quand vous parliez tout à l'heure. C'était le combat sur un point de rencontre crucial et délicat entre ce qui existe comme outil numérique de contrôle technocratique et de communication avec ce que l'on souhaite faire du numérique comme outil collaboratif et coopératif. Juste sur les administrateurs, donc en AGV, je sais pas, enfin en tout cas c'est une question de culture et de posture, je pense pas qu'elle dépende forcément que de l'âge. Je pense que peut-être pour le numérique, peut-être, mais en tout cas sur les modes de faire, je suis pas certain. Et juste moi le point sur lequel je veux absolument
faire un micro-retour là, c'est sur les outils connus. C'est que si par outil connu on entend Google, moi un centre social qui utilise Google ou un service de la CAF qui utilise Google et qui met des informations sur ses usagers parce que c'est son espace et que de toute manière il y définit les droits d'accès, s'il ne paye pas de service, les informations elles peuvent être utilisées par Google à toute fin. À toute fin. Ça veut dire que potentiellement les informations personnelles elles peuvent être partagées à l'extérieur. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que c'est pas juste parce que c'est des grosses machines ces boîtes-là, c'est aussi parce que ça pose une question de légalité, de vie privée et dans quoi on engage les gens avec qui on travaille. Et que je pense que quand on remplit une mission de service public et qu'on utilise de l'argent public, parce qu'on est quand même dans ce contexte-là, et c'est pas éthique d'aller vers des outils comme ça. Parce que demain, si moi je partage mon adresse mail, je suis dans le carnet d'adresse de quelqu'un qui utilise Google. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Google a accès à toutes les informations que la personne a mises dans son agenda. Donc, si on se connaît bien, ça va, je suis au courant. Mais en fait, un usager, un bénéficiaire, est-ce qu'on a le droit de partager ses infos privées avec Google? Moi, ça me pose une vraie question éthique, déontologique, en fait. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que des outils libres, mais juste qu'il faut faire en conscience et choisir les endroits où on va faire ce choix-là et pourquoi on va le faire. Donc à certains endroits, nous on utilise des outils Google parce que c'est ce qu'il y a de mieux à cet endroit-là, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans la complexité, parce qu'il nous faut un outil hyper efficace et rapidement. Ça n'empêche pas de le faire, c'est juste qu'il faut avoir en tête ce que ça engage. C'est le seul point. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu peux donner des alternatives? Parce qu'on connaît tous Google. Je veux dire, moi avant de travailler avec Samuel, je veux dire, qui est le PM de Maris Lastier, voilà, je connaissais Google, j'ai une boîte Gmail. mais là, c'est juste que je l'ai créé avant de savoir c'est juste qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail des outils. Framasoft, c'est un mot à retenir, c'est ça. Dessus, on trouve plein d'infos. Et il y a un certain nombre d'outils déjà mis à disposition, et tout en français. Enfin, et en plusieurs langues même. Il y a un projet qui s'appelle Dégooglilisons Internet. Voilà. Dégooglilisons Internet, qui est porté par Framasoft. L'association Framasoft. Oui, l'association Framasoft. Vous ont dressé en fait une liste sur tous les outils justement utilisés, justement une fameuse mission en fait connue dont on parlait en fait tout à l'heure, qui propose en fait des alternatives. Pour apporter un complément justement à ce qui a été dit en fait tout à l'heure, je pense pas que ce soit vraiment une très bonne idée en fait au départ de commencer sur les outils connus avec tout le monde, parce que c'est avant tout en fait des entreprises qui ont des intérêts économiques à faire en sorte à ce qu'on reste en fait sur ces outils. Ils ont un intérêt en fait à verrouiller en fait tout ça et nous empêcher en fait d'aller voir ailleurs et aller justement vers cette alternative. Donc je voudrais en fait aller un petit peu plus tard. Et là en fait on voudrait gagner à aller vers la simplicité. On va être enfermé dans un outil, on ne pourra pas aller vers ces outils collaboratifs. Il aurait fallu en fait aller dès le départ et prendre de bonnes habitudes dès le début. Merci. On va garder les questions, n'hésitez pas à les remonter, on les reprend encore à la fin. Mais là, il reste. Du coup, je rebondis sur. Comment? Ouais, je vais peut-être pas faire exactement ce qu'on avait prévu de faire, mais. C'est dommage. C'est plutôt moi. En fait, ça me fait penser à justement une invitation que lance le rapport dont Romain a parlé en introduction, citoyen d'une société numérique. C'est que dans ce rapport, on nous invite à repolitiser la question du numérique. Donc, c'est une question d'outils, de façon dont on s'en sert, mais ça a pris tellement d'importance, de place, et ça transforme tellement nos vies, que du coup, c'est le rapport même à la société, au travail, en fait, qui est profondément transformé. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la référence, mais il n'y a pas longtemps, je lisais un article qui disait « On est tous au bord du burn-out, en fait. » Mais ça devient vraiment un problème de société massif qui traverse un peu les métiers. On a les suicides chez Orange ou France Télécom il y a quelques années. Maintenant, dès qu'on se croise, je sais pas, moi, dès que je croise quelqu'un, c'est je suis débordée. Ah oui, moi aussi. Et du coup, comment on passe des relais
si tout le monde est débordé, en fait, comment on passe des relais et comment on coopère? Parce que là, du coup, je fais la transition sur la coopération. Exactement. Et donc, justement, est-ce que... alors, l'idée, c'était de partir, par exemple, des outils, des plateformes collaboratives qui se mettent en place sur certains territoires, voire quartiers. Dans l'agglo, j'en connais deux, peut-être qu'il y en a d'autres. Sur la Rabière et sur le Sanitas, il y a eu le choix notamment dans le cadre des projets sociaux de territoire, de mettre en place ces outils qui font des agoras, des espaces donc fermés, hein, entre... alors après, il y a des usages différents selon qu'on est à la Rabière ou au Sanitas. Au Sanitas, c'est un outil entre professionnels, entre acteurs du projet social de territoire. Et il y a une agora qui vient d'être mise en place aussi pour le Conseil citoyen. À la Rabière, dans ce que j'ai compris, il y a aussi des projets, par exemple, qui sont menés entre habitants ou bénévoles et salariés de certaines associations et qui utilisent ces espaces-là. En fait, et ça se multiplie en fait. Ces espaces collaboratifs, c'est des discussions qu'on a eues par exemple pas mal dans le cadre de la mise en place d'une plateforme, alors qui s'appuie sur un outil WordPress, donc un site, mais qui est fermé en direction des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle sur le département. À chaque fois, mais il y a de plus en plus de plateformes sur lesquelles il faut qu'on contribue. Il y a de plus en plus, enfin voilà, on nous sollicite de plus en plus. En même temps, nos fiches de poste, elles se modifient pas, c'est ce que tu disais, Juliette. Et du coup, comment on intègre ça? Est-ce que ça devient prioritaire par rapport à une autre mission? Et ça, je veux dire, ça nous dépasse, je veux dire, en tant que structure. C'est le rapport au travail et à l'activité, en fait, que ça génère. Donc, sans tomber dans l'écueil qui serait de recréer des métiers où il y a une expertise qui est aux mains d'une personne dans une structure, c'est-à-dire par exemple le métier des webmasters, où voilà, on a un site internet, on a quelqu'un qui est dédié, ou du technicien informaticien qui va gérer les réseaux, les équipements, il a le savoir technique. Là, on demande aux gens en fait de tous devenir un petit peu techniciens, de tous se redistribuer le travail de là où le secrétaire qui a disparu, donc sans tomber dans cet écueil de recréer des domaines d'expertise avec des gens du coup qui vont avoir le savoir et le pouvoir, parce que du coup quand le technicien ou le master il part en vacances, tout le monde est embêté, plus personne ne peut rien mettre sur le site internet. Si là il y avait quelqu'un qui était dédié à mettre les infos sur la plateforme, dès qu'il part ou qu'il est malade ou quoi, du coup l'information ne circule plus. Donc j'ai l'impression moi, à travers les expériences vécues ces dernières années, qu'il y aurait un espèce de compromis à trouver entre comment on redéfinit, on re-hiérarchise, on va dire, le rapport au temps et au travail, et qui permettent la contribution et qui nous permettent d'aller vraiment vers le partage de ressources. Parce que la circulation d'informations, en tout cas moi je me base sur ce que je suis dans l'agora du Sanitas, c'est sûr que c'est très positif. L'information elle circule, alors c'est pas tout le monde qui diffuse des informations, mais je pense qu'il y a une vraie plus-value dans la connaissance qu'on a des actions des uns et des autres. Quelqu'un qui met un appel à projet, du coup, qui ne va pas le garder pour soi, mais qui va le diffuser pour que d'autres en prennent connaissance. Un appel aussi aux partenaires pour une action, donc qu'ils puissent relayer l'information auprès de leur public. Ça, c'est un vrai bénéfice. Par contre, comment on construit ensemble, comment on prend le temps de ouvrir un pad. Donc vous allez voir cet après-midi en quoi consistent les pads. Donc c'est des bloc-notes en ligne en fait, sur lesquels on peut écrire à plusieurs. Comment on va intégrer un pad et du coup préparer en amont, par exemple la rédaction d'un projet ou la mise en place d'un événement, d'une animation, pour que ensuite en réunion ça puisse être par exemple des outils d'aide à la décision pour prendre des décisions plus rapidement. Puisque tout le monde sera au même niveau de connaissance au démarrage de la réunion. Donc, de la circulation d'informations à la co-construction des projets grâce à ces outils, parce qu'on continue à co-construire des projets. Enfin, quand on a envie de co-construire et d'être dans la coopération, on l'est. Maintenant, comment ces outils-là facilitent et amplifient des choses qu'on construit, je veux dire, dans le rapport physique, dans des temps de réunion, dans des temps de rencontre.
j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore, enfin à part peut-être des expériences isolées, on n'en est pas encore tout à fait là. Et le troisième palier, ça serait comment on produit des ressources ensemble. Et du coup, comment on fait bien commun. Et que ça puisse servir, on est à la Rabière ou à Maris-Bastier, mais ça peut servir à Richelieu ou Ballon-Miré, et qu'il y ait une circulation de ce que les administrations appellent bonne pratique. En tout cas, que chacun puisse juger si c'est bon ou pas bon, mais avoir accès justement à l'expérience des autres. Et du coup, je finirai un peu sur... donc c'est un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler et qui s'intéresse beaucoup à la transformation de cette société par le numérique, et qui dit qu'on est à un point, il y a d'autres qui, il y a plus longtemps, disaient on est dans une phase de destruction créatrice. Il y a des choses qui se créent et puis il y a des choses qui se détruisent. Des métiers, des objets, et que du coup, ça fait résistance, ça fait peur, parce qu'on a peur que ce sur quoi on était assis, tout d'un coup, ça disparaisse. D'où peut-être, pour les générations les plus avancées, cette peur de perdre un monde qui est en train de se terminer. Et en même temps, il y a plein de nouvelles choses qui se créent. Et voilà, et donc dans cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, entre comment on redéfinit notre temps au travail, nos missions, et que ça passe par une véritable reconnaissance, et que ça soit inclus dans notre temps de travail, et en même temps la création d'activités et de nouveaux métiers, et de nouveaux espaces d'animation, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le tout expert, c'est-à-dire on remet ça dans la main de l'expert, qui du coup a ce savoir et à ce pouvoir, et l'autre écueil qui est que on est tous responsables de ce qui se passe, et en même temps on est tous débordés, tous au bord de la crise de nerfs, quoi. Enfin, et du coup on n'a même plus la possibilité d'être solidaires, et de se passer des relais, et de... Je sais pas, c'était peut-être un petit peu confus. Voilà, donc la coopération, oui, je pense qu'on le veut tous, mais ça reste souvent une injonction parce que ça nécessite vraiment sur le plan individuel et des structures aussi individuellement, de se dire c'est un vrai lieu de travail et c'est des vraies missions. Est-ce qu'on emporte tous la responsabilité? Ou est-ce que certains emportent la responsabilité, font l'interface avec les autres? Enfin, voilà,